Présidente, honorables sénatrices et sénateurs, je prends la parole sur le projet de loi C-15 qui porte sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, en commençant par citer les propos de Joséphine Bacon, une femme aînée, Innu, poète, réalisatrice, membre de la Première Nation de Pessamit, dans le récent film « Je m'appelle Humain », réalisé par Kim Obomsawin. Je la cite. « Je n'ai pas la démarche féline, j'ai le dos des femmes ancêtres, les jambes arquées de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent en marchant. » Elle poursuit en disant « Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. » La Première Nation de Pessamit occupe une réserve située sur le bord du fleuve Saint-Laurent, sur la côte nord, dans une partie de la région qui est devenue plus tard la division sénatoriale et Laurentide que je représente au Sénat. Je remercie nos collègues membres du Comité sur les peuples autochtones qui ont analysé le projet de loi et recueilli de nombreux témoignages qui traduisent diverses perspectives sur ce projet de loi. Ce projet de loi adopté par l'autre Chambre le 25 mai dernier avait été précédé du projet de loi C-262 déposé par le député Roméo Saganache que j'avais appuyé en deuxième lecture au Sénat et qui est mort au feuilleton en 2019. Durant la campagne électorale qui avait suivi, le gouvernement s'est engagé à le reprendre à son compte, ce qu'il a fait dans une version modifiée qui est actuellement devant nous. Je veux souligner le fait que ce projet de loi n'est pas issu de la génération spontanée. Il est le résultat de décennies de travail acharné de peuples autochtones du Canada, mais aussi de peuples autochtones de plusieurs pays, pour la reconnaissance de leurs droits fondamentaux. Je veux en donner un seul exemple auquel j'ai participé directement alors que j'étais enceinte de ma fille aînée. La comparution le 1er mars 1977 des chefs Innu et des chefs Atikamekw, accompagnés de leurs témoins, des chasseurs Innu et Atikamekw, dont les témoignages dans leur langue étaient traduits par leurs interprètes, devant le comité parlementaire permanent de la Chambre des communes pour s'opposer au projet de loi C-9 qui les expropriait de leurs terres traditionnelles et ce, sans indemnisation, ce qui est contraire au principe de droit en matière d'expropriation et également en contravention des obligations constitutionnelles du Canada et du Québec de reconnaître leurs droits et d'en obtenir remise avant de mener des travaux dans ces régions, conformément à la loi sur l'extension des frontières du Québec de 1912. Ce travail incessant, les Premières Nations Innu et les Premières Nations Atikamekw l'ont également porté hors de nos frontières, sur le plan international en 1980 devant le tribunal Russell, qui a examiné les violations des droits territoriaux des Indiens des Amériques à Rotterdam, et ensuite en 1985 auprès des autorités du groupe de travail créé en 1982 par la sous-commission de la prévention de la discrimination et de la protection des minorités, chargée d'examiner la situation des peuples indigènes. Leur détermination et celle d'autres peuples autochtones ont fini par rejoindre l'ONU, où se sont amorcés des travaux dans les années 80 sur les droits des populations autochtones vivant à l'intérieur des frontières des États, qui sont donc ces travaux à l'origine de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Le projet de loi C-15 a deux objets, comme plusieurs d'entre mes collègues l'ont fait remarquer, et je veux surtout insister sur le fait que autant le préambule du projet de loi que l'article 4 font entrer cette déclaration dans le droit canadien dans le domaine des droits de la personne, le distinguant ainsi des domaines plus larges des droits civils et politiques et des droits économiques et sociaux qui sont déclinés dans des pactes internationaux. Je voudrais rappeler par ailleurs que l'encadrement de la mise en œuvre par le gouvernement du Canada qui est prévu à l'article 4 est en ligne directe avec la compétence législative exclusive qui est accordée au Parlement fédéral de légiférer au paragraphe 24 de l'article 91 de la loi constitutionnelle de 1867 sur, et je cite, « les Indiens et les terres réservées pour les Indiens ». On sait que les tribunaux ont précisé au fil des ans que la compétence fédérale exclusive sur les Indiens comprend, outre les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Les articles 5, 6 et 7 du projet de loi se distinguent de l'article 4 en ce qu'il crée des obligations. En fait, deux types d'obligations. Une qui est imposée au gouvernement fédéral qui doit, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, prendre toutes
les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la déclaration. C'est une opération d'envergure de révision juridique des lois fédérales qui s'annonce ici. La deuxième série d'obligations est imposée au ministre responsable qui aura été désigné par le cabinet pour appliquer le projet de loi. Donc, ce ministre devra d'abord élaborer et mettre en œuvre, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, un plan d'action pour atteindre les objectifs de la déclaration. 3 types de mesures énoncées à l'article 6 devront y être incorporées. Premièrement, les mesures centrées sur les droits de la personne, par exemple l'élimination de toute forme de racisme, de violence, de discrimination, y compris le racisme et la discrimination systémique, et des mesures de formation. Deuxième type de mesures, les mesures de contrôle, de surveillance, de reddition de comptes sur la mise en œuvre de la déclaration devront aussi faire partie du plan d'action. Il faut noter que toute autre mesure que celle mentionnée ici pourrait aussi figurer dans ce plan d'action puisque la liste énoncée n'est pas exhaustive. Troisièmement, le plan devra comprendre des mesures de suivi de sa mise en œuvre et la révision et la modification du plan d'action. Et le tout, donc, a une échéance de 2 ans ou plus tard après la mise en vigueur de la loi. Je voudrais insister particulièrement sur un autre type d'obligation qui est imposé au ministre, c'est-à-dire qu'il a des obligations de reddition de comptes. Une fois complété, le ministre doit déposer le plan d'action devant chaque chambre du Parlement et le rendre public. De plus, le ministre doit également préparer un rapport annuel dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice financier sur les mesures prises et sur l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action. Et ce rapport doit être déposé devant chaque chambre du Parlement. Collègues sénatrices et sénateurs, il est de notre responsabilité d'exiger des comptes du gouvernement sur la façon dont il va s'acquitter de cette obligation. Nous aurons l'occasion et aussi la responsabilité, j'insiste sur cet aspect de notre rôle, d'analyser en détail le plan d'action et les rapports annuels qui devront être déposés par le ministre en vertu du projet de loi. Non seulement nous devrons examiner chaque rapport annuel, mais nous devrons également analyser l'évolution de cette analyse de conformité au fil des ans, puisqu'on doit prévoir que l'opération de révision juridique va prendre plusieurs années. L'imputabilité réelle d'un gouvernement tient à la façon dont le Parlement, dans notre cas le Sénat, s'acquitte de sa responsabilité de demander des comptes sur une base continue, surtout dans des cas comme celui où on sait d'avance que les travaux vont s'échelonner sur des années et qu'ils doivent viser des objectifs spécifiques. Collègues, l'interprétation des droits des peuples autochtones ne doit plus être laissée aux tribunaux sans balise. En ce sens, la Déclaration sur les droits des peuples autochtones va venir explicitement donner des principes directeurs sur lesquels les tribunaux devront fonder leurs décisions. Les 39 dernières années ont été marquées par une stratégie gouvernementale ou bien, selon qu'on l'envisage, comme une incapacité des gouvernements successifs à arriver à un consensus sur la portée des droits constitutionnels reconnus et confirmés aux peuples autochtones en 1982. Le résultat net est que le champ politique a laissé la tâche aux tribunaux de se prononcer à la pièce à mesure que des litiges leur sont soumis, ce qui, selon moi, est contre-productif sur le plan social et économique. Les peuples autochtones sont ceux qui en payent le prix directement au premier chef, mais on peut aussi considérer que l'ensemble de la population en paye le prix en projets reportés, en blocage, quand ce ne sont pas des incidents violents, dont autant les Autochtones que les non-Autochtones font les frais. D'autant plus que ce blocage politique a persisté jusqu'à maintenant et que les décisions judiciaires sur des droits constitutionnels des peuples autochtones n'ont pas mené à des modifications législatives, ce qui laisse l'exercice de ces droits toujours en suspens, comme nous l'avons vu encore récemment. Collègues sénatrices et sénateurs, si un réel chantier de vérité et de réconciliation doit être ouvert en réponse à des appels répétés, notamment par la Commission Vérité et Réconciliation et l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, il nous revient comme législateurs de voir à ce que le cadre prévu soit adopté dans le projet de loi C-15, ne serait-ce que pour nous rappeler la mesure réelle du travail qui reste à être entrepris. Le Canada doit s'engager à la hauteur du mécanisme de justice transitionnelle que constitue un engagement de vérité et réconciliation. Le travail de documentation de la vérité doit être complété et la vérité ainsi mise à jour doit être reconnue. C'est à ces 2 conditions que nous serons sérieux
quand nous disons vouloir la réconciliation. Sinon, on demande aux peuples autochtones de se réconcilier entre eux, ce qui est absurde, ou encore on leur demande de se réconcilier avec nous alors que nous ne voulons pas reconnaître la vérité mise au jour. Nous savons qu'il n'y a pas unanimité en faveur du projet de loi C-15 parmi les peuples autochtones. J'espère, collègues, que nous n'en sommes pas surpris. La grande diversité des cultures autochtones, mais également la grande variété des situations juridiques des diverses communautés, même au sein d'une même nation, fait en sorte que certaines d'entre elles peuvent, pour des raisons politiques et juridiques, ne pas vouloir modifier la situation juridique de leur relation avec l'État acquise après des années de négociations locales ardues. Ou d'autres peuvent considérer que la mise en œuvre qui est prévue dans ces 15 ne va pas assez loin pour les protéger. L'article 32 de la Déclaration a attiré beaucoup de commentaires, celle qui porte sur le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. Et ces commentaires ont presque occulté les autres dispositions. Cet article vise la mise en valeur et l'utilisation des terres, territoires ou autres ressources des peuples autochtones. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans notre régime actuel, l'État a une obligation de consultation et de coopération avec les peuples autochtones, ce qui est déjà consacré en droit canadien par les différents jugements de la Cour suprême depuis 1990. La Cour suprême a même jugé que dans certains cas, plus rares selon elle, les peuples autochtones auront un droit de veto sur le développement de territoires ou la réalisation de projets. Et je veux référer ici à la cause de Delgamuukw contre Colombie-Britannique, rendu donc en 1997, dans lequel la Cour a décidé qu'une gradation s'impose dans l'engagement avec les peuples autochtones dans les prises de décision portant sur les terres lorsque leur titre aborigène a été établi. La Cour a constaté le fait qu'il y a au moins une obligation de consultation des peuples autochtones dans tous les cas. Dans la plupart, et je cite la Cour, dans la plupart des cas, l'obligation exigera beaucoup plus qu'une simple consultation. Au minimum, il y a une consultation obligatoire dans tous les cas. Certaines situations pourraient même exiger l'obtention du consentement d'une nation autochtone, plus particulièrement, et c'est l'effet de la cause, lorsque des provinces prennent des règlements de chasse et de pêche visant des territoires autochtones. Le spectre qui va de la consultation minimale jusqu'à l'obtention du consentement des peuples autochtones est donc clairement inscrit dans notre régime depuis 24 ans, c'est-à-dire 10 ans avant l'adoption de la Déclaration des Nations unies. Dans une autre décision, la Cour suprême a complété le raisonnement de la Cour dans Delgamuukw, dans l'affaire Nation Aïda contre Colombie-Britannique en 2004, dans lequel, cette fois-là, la cause portait sur des revendications non encore établies. Dans ce cas-là, on adopte le concept de continuum. Selon la Cour, à une extrémité du continuum, dans le cas où la revendication d'un titre est peu solide, où le droit ancestral est limité, où le risque d'atteinte est faible, on doit au moins aviser les intéressés, leur communiquer des renseignements et discuter avec eux. À l'autre extrémité de ce continuum, dans les cas où, je cite la Cour, la revendication repose sur une preuve à première vue solide, où le droit et l'atteinte potentielle sont d'une haute importance pour les Autochtones et où le risque de préjudice non indemnisable est élevé, la consultation peut requérir la participation à la prise de décision, un compte-rendu qui montre que les arguments des peuples autochtones ont été pris en compte et comment ils ont été considérés dans la décision. Et entre ces deux extrémités du continuum, l'étendue de la consultation sera déterminée selon les circonstances particulières de chaque cas. Une obligation d'accommodement pourra être nécessaire quand la revendication repose sur une preuve solide et qu'une décision risque de porter atteinte d'une manière appréciable aux droits qui sont revendiqués. La Cour prend soin de préciser qu'il ne s'agit pas ici d'un droit de veto dans les cas où la revendication n'est pas établie de façon définitive. Mais selon la Cour, la recherche de compromis, je les cite, dans le but d'harmoniser des intérêts opposés et de continuer dans la voie de la réconciliation, de comprendre les préoccupations de l'autre, à y répondre de bonne foi, mais sans obligation de se mettre d'accord. En terminant, collègues, le projet de loi C-15 n'est pas une solution miracle à plus de 150 ans de discrimination systémique inscrite dans les lois fédérales, dans les programmes gouvernementaux, dans les pratiques administratives fondées sur des préjugés à l'endroit des peuples autochtones. Nous savons que dans tous les cas de discrimination, des mesures de réparation doivent être mises en place. Le projet de loi C-15 n'a pas non plus pour objet de nous faire croire que l'avenir sera facile.
Il entend créer une obligation pour le ou les gouvernements d'élaborer un plan d'action. Et dans ce sens-là, le projet de loi C-15 nous met à l'abri des aléas de la volonté des gouvernements de ne pas respecter des principes connus qui sont énumérés dans la déclaration. L'adoption de C-15 est, à mon avis, une étape dans un long périple qui a commencé il y a longtemps, une étape qui va nous permettre de mieux mesurer notre engagement à faire avancer la réconciliation et notre engagement à rétablir la confiance des peuples autochtones dans la transformation de leurs relations avec l'État canadien. Merci. Merci, sénatrice Dupuis.